On est peut-être à un moment de notre histoire où il faut que le citoyen soit conscient de la chance qu'il a d'avoir encore des agriculteurs et des paysans et des éleveurs en France et qu'ils nous aident, qu'ils nous accompagnent en consommant nos produits aussi, mais en nous soutenant dans les divers combats qui sont les nôtres pour une rémunération qui soit plus juste et qu'on puisse travailler en paix et notamment vis-à-vis de la question des grands prédateurs qui fait énormément de mal à l'élevage de montagne, il ne faut pas l'oublier. Je m'occupe des brebis qui ont des agneaux qui ont à peu près entre 1 mois et pour les plus vieux et 15 jours pour les plus jeunes. Ça c'est 250 brebis mères avec 300 agneaux qui ne montent pas en estive, qui restent ici sur la ferme tout l'été. Je vais sortir le troupeau et puis ensuite on ira rejoindre le troupeau d'estive, les 900 brebis qui attendent là pour le départ tout à l'heure. Et vers les midis, tout à l'heure, on les rentrera pour refaire téter les agneaux en fait. Vous avez à boire là-bas, hein, c'est bon. C'est quand même une grosse semaine de préparation. Il faut préparer les brebis, il faut les marquer. On va le voir tout à l'heure, chaque troupeau a une marque spécifique pour pouvoir les retrier à la redescente à fin août, début septembre. C'est un travail de tri des brebis aussi. Il y en a une vingtaine que j'ai triées encore avant-hier parce qu'elles ne peuvent pas monter, parce qu'elles sont trop fragiles ou des problèmes de pied, etc. Plus ici, les voies communales n'ont pas besoin d'être nettoyées par les employés de la commune. Les brebis l'entretiennent, nettoient le bord des routes. C'est aussi bon pour la consommation de gasoil. On l'a fait baisser là, avec le pâturage du bord des routes. On les sort tous les matins. On les laisse pâturer toute la journée dehors. Le soir, on les rentre. Alors bon, ça dépend le temps. Quand il fait chaud, on les rentre un petit peu plus tard. Mais toute la journée, elles mangent, elles sont bien, elles ont de l'herbe. Elles ont un grand parc, on le devine. Hein, ça va de ces chênes là-bas jusqu'au rocher qui est en face. Celles-là, elles ont une quinzaine d'hectares pour pâturer. Donc c'est quand même très extensif, quoi. On va faire 2h30, 3 heures de marche jusqu'au petit hameau de la Fare, où on regroupe tous les troupeaux de la commune pour partir en estive dès ce soir, quoi, en fait. Allez, vite, allez. En fait, elles ne sont pas habituées, quoi. À partir de là, normalement, leur exploitation s'arrête là, hein, les brebis. Pour la transhumance. Ça va? Eh oui. Les gens ont l'habitude ici, ils se garent, ils laissent passer, ils éteignent le moteur et voilà, ça se passe bien. Nous, on transhume depuis maintenant près de 35 ans. Hein. Grosso modo, c'était au début des années 90, toujours le même site, sur le sommet de Finiels, qui est en fait le sommet du Mont Lozère, qui culmine à 1700 mètres d'altitude. On monte aujourd'hui sur le sommet de notre estive 2500 brebis. Au fil du temps, et notamment avec des canicules qui se sont quand même affirmées, on coupe la transhumance en deux. On part le samedi soir vers 18h de la Fare. On fait 3 heures de marche. On regroupe le troupeau sur la montagne du Goulet, à 1250-1300 mètres d'altitude. Et on repart le lendemain, le dimanche matin, à 7h du Goulet. Et on arrive sur le sommet, sur la station du Mont Lozère vers les 11h, ce qui permet de protéger le troupeau par les fortes chaleurs. On va en trier certainement 3-4 à la montée parce que j'en ai vu passer quelques-unes qui boitaient, donc on va les mettre dans la remorque, on va les charger, on les laissera à la ferme pour pas pénaliser l'estive d'emblée, hein, parce que c'est vrai que les problèmes de pied, il faut faire très attention, ça va très vite, après ça se multiplie, donc il faut trier les brebis au fur et à mesure, les soigner et les trier. Allez! Le but d'une transhumance, il n'a pas vraiment évolué depuis des millénaires. C'était l'adaptation du troupeau en fonction de la saison, en fonction de la ressource en herbe. De manière historique, c'était les troupeaux méditerranéens qui montaient transhumer sur le Mont Lozère. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à partir du mois de juin, il n'y avait plus d'herbe à manger pour les brebis. Et naturellement, les hommes et les troupeaux ont suivi le stade de la végétation en montant en altitude, tout simplement. Hein. Sur nos exploitations, les ressources en herbe diminuent à partir de la mi-juin, fin juin. Ça a été pour nous une ressource en herbe très importante, complémentaire, d'aller la chercher en altitude, parce qu'elle est plus verte, parce qu'elle est abondante, et en plus les températures sont plus fraîches aussi pour les troupeaux. Entre notre exploitation et le sommet de l'estive, on gagne facilement 10 degrés l'été, et les brebis sont beaucoup mieux là-haut. Là, c'est vraiment un couloir à brebis. Allez les amis, on y va. Allez, tapis, ça va passer. Tout ça s'est transformé quelque part
en quelque chose de culturel, et d'ailleurs vient d'être reconnu en décembre 2023 au patrimoine immatériel de l'UNESCO, la transhumance, mais la transhumance dans son intégralité et au niveau mondial, dont la nôtre évidemment, forcément, quelque part, ça nous rend fiers, ça nous motive à poursuivre, on se sent un peu quelque chose aussi à travers ces reconnaissances, même s'il ne faut pas inverser les rôles, hein. C'est pas parce qu'il y a des reconnaissances qu'il y a des éleveurs et des bergers qui transhument, c'est parce qu'il y a des éleveurs et des bergers qui transhument avec toutes les pratiques liées à la transhumance qu'il y a des reconnaissances. Et d'ailleurs, c'est le centre de la reconnaissance agro-pastorale liée à notre territoire propre de Lozère, du Gard et d'Hérault. C'est l'agro-pastoralisme, c'est cette culture de la terre, par le fourrage, par les céréales, le pâturage. Ce sont des pratiques extensives, qui sont nobles, qui sont garantes aussi de l'entretien du paysage et de l'ouverture des milieux, de la biodiversité. Parce qu'on est dans un monde où on parle sans arrêt de biodiversité, mais la réalité c'est que ce sont nos pratiques qui entraînent cette biodiversité et pas l'inverse. Ah, c'est typiquement des surfaces et des parcours à brebis qui, si elles n'étaient pas là, se seraient refermées et embroussaillées. Et il n'y a qu'un élevage au vin comme le nôtre qui peut entretenir ce type de territoire. Et je veux dire, c'est pentu, c'est pauvre, et la brebis trouve sa place, et nous avec. Et c'est très important pour l'entretien du territoire. Il fait un temps. À 5 heures, Oui, moi je pense. Hein. À 5 heures, on peut partir. De toute façon, cet après-midi, on pose un peu les pompons là. Et puis à 5 heures, oui, si on décolle, oui. On sera là-haut un peu plus tôt et ça sera pas plus mal. Hein. On passe dans ces bois là, mais là, il y a un passage compliqué. Il y a des aides là et ça coince là. Ça coince souvent à cet endroit. D'ailleurs, il y a des brebis là-haut. Hein. Je ne sais pas si c'est normal, s'ils les ramènent. Chaque année, c'est la merde là-haut, le virage. Parce que même avec les chiens, des fois, on n'arrive pas à les faire passer là. Tellement que. Ouais. Ben, c'est un endroit en fait où, si tu veux, c'est la fin de leur territoire aussi. Hein. Elles sentent que d'habitude elles vont là, elles vont jusqu'à. Et derrière, c'est pas leur pays. Et hop, elles se retournent et elles reviennent là. Les dernières, on voyait plus les premières. C'est le début de la séparation mère-agneau, donc c'est une période un peu compliquée. Et on ne peut pas laisser les agneaux sans les mères plus de 3-4 heures au début. Et après, ça sera 5-6 heures, et après, ça sera une journée complète où les agneaux têtent que le soir, quoi. Et les agneaux, elles resteront avec leurs agneaux jusqu'au 15 août à peu près. Et les premiers agneaux Elovel seront vendus autour du 15 août. Ils auront une centaine de jours, quoi. Voilà. Alors ça va partir un peu dans tous les sens, parce que là, c'est la première fois que les 4 troupeaux se réunissent, en fait, là, maintenant, là. Et la chienne, elle est où? La chienne? Mais c'est pas là-bas qu'il faut qu'elle soit. Je suis président de l'IGP Agneaux de Lozère et Lovel depuis une quinzaine d'années. Alors Elovel, c'est quoi? Elovel, ça veut dire élevage au vin et environnement en Lozère. C'est une association qui a été créée en 1990 pour défendre un produit authentique, typique, un agneau, l'agneau de Lozère, qui est maintenant reconnu d'une indication géographique protégée, puisqu'Elovel a obtenu l'IGP en 2008 et qui s'est également structuré, passant d'une dizaine d'éleveurs à une soixantaine d'exploitations aujourd'hui, une centaine d'éleveurs du coup. L'objectif, c'était de mettre en avant l'élevage au vin présent sur le territoire de la Lozère, et tout ce milieu-là, on ne parlait pas à l'époque de biodiversité, mais évidemment, nous, on en était déjà bien conscients du rôle déterminant qu'avait l'élevage sur le milieu, et tout en permettant de produire des agneaux identifiés, tracés et de qualité, avec près de 13 000 agneaux commercialisés en IGP Agneaux de Lozère. C'est Joël Robuchon qui l'avait dit, c'est le seigneur des agneaux. C'est vrai que c'est un agneau qui est d'abord issu d'une race rustique, la blanche de Lozère, et uniquement de cette race-là. Ça en fait un point essentiel du cahier des charges. C'est un agneau qui est élevé sous la mer, et on l'a vu ce matin en sortant le troupeau sur la ferme, hein, avec les brebis et les agneaux qui sortent ensemble. Donc l'agneau est en permanence avec sa mère jusqu'à l'abattage. Et ça, c'est très important.
Ça lui donne un goût particulier. Il a à la fois la douceur de l'allaitement maternel et puis la richesse du fourrage qu'il consomme tout au long de sa période d'engraissement qui l'amène en effet à 100 jours. C'est un agneau de 100 jours qui est abattu à 100 jours en moyenne pour un poids moyen de 16 kg. Donc tout ça, ça fait une viande fine qui est appréciée par les meilleurs bouchers et les grands restaurants et puis évidemment les clients à la fin, forcément. On a quand même encore une agriculture qui tient la route et qui est adaptée sur chacun de ces massifs, notamment pour l'élevage de montagne, qu'ils soient Massif central, Pyrénées ou Alpes. Mais on est peut-être à un moment de notre histoire où il faut que le citoyen et le consommateur soient conscients de ça, et soient conscients de la chance qu'il a d'avoir encore des agriculteurs et des paysans et des éleveurs en France et qu'ils nous aident, qu'ils nous accompagnent en consommant nos produits aussi, mais en nous soutenant dans les divers combats qui sont les nôtres pour une rémunération qui soit plus juste et qu'on puisse travailler en paix et notamment vis-à-vis de la question des grands prédateurs qui fait énormément de mal à l'élevage de montagne, il ne faut pas l'oublier. Et il faut que les citoyens soient en phase là-dessus avec nous. Quand tu intervieweras les autres éleveurs, ils te parleront de quoi? Ils te parleront de cette problématique loup, c'est tout. Et voilà, et c'est ça qui peut faire basculer ce léger équilibre qu'on a réussi à mettre en place depuis quand même près de 30 ans sur notre site, quoi. Alors nous, les premières attaques de loup, c'était en 2011. Mais ça, on l'a su a posteriori. En 2011, on ne savait pas que c'était du loup. Personne ne nous a rien dit, ni les agents du Parc national, ni les agents de l'OFB, personne. Et on avait toutes les semaines ou tous les 10 jours une attaque sur le troupeau, des bêtes égorgées. Donc entre éleveurs, on parlait, on disait la bête est revenue, la bête est revenue. 2012, donc l'année d'après, le loup a été officiellement reconnu en Lozère par les services de l'État. Et nous, on en a subi également, évidemment, toujours des attaques. Et c'est là qu'on a réalisé que toute l'année 2011, en réalité, on a fait face à des attaques de loups, mais non reconnues et donc non indemnisées. Ça a quand même été cette année-là, près de 50 brebis qui ont été tuées, et pour rien du tout, avec aucune indemnisation. Et ouais, c'est toujours cet endroit, c'est toujours compliqué. Chaque année, ça se coupe, parce qu'on est un peu à la jonction d'un territoire inconnu un peu pour les brebis, là, et chaque année, c'est pareil. Mais bon, on va bien faire la jonction. Ça se fait toujours bien, j'espère pas dans 3 heures. Mais s'il faut, je redescendrai. Mais bon, normalement, il y a du monde quand même derrière. Le loup, oui, c'est la principale crainte. Et on parle d'ailleurs que de ça, hélas. Ça absorbe tous les autres sujets et ça passe largement devant. Parce que c'est compliqué les relations entre le loup et l'homme. Et au-delà de la problématique économique, qui est importante, parce que bien sûr que ça fait des pertes économiques, mais au-delà de cette problématique-là, c'est le harcèlement que ça représente. C'est l'impuissance qu'on a à se protéger, à la fois par les mesures de protection qui sont mises en place par l'État, que ce soit des chiens patous, que ce soit des bergers, parcs électrifiés, avec tous les moyens officiels qui sont mis en place depuis une grosse quinzaine d'années dans l'arc alpin et qui ont montré leurs limites. Ça fonctionne un temps, mais quand toutes les exploitations ont le même niveau de protection, eh bien le loup, tout simplement, il est au-dessus de tout ça, il est plus intelligent, il s'adapte et il finit par croquer quand même. Et d'ailleurs aujourd'hui, les chiffres officiels le montrent, 92% des attaques de loups ont lieu sur des troupeaux dits protégés et les attaques ont lieu 50% de jour et de nuit. Donc cet animal s'adapte à tout et quoi qu'il arrive, continuera à être au-dessus de nous. Et c'est ça peut-être notre principale crainte et problématique des éleveurs, c'est qu'on a l'impression que s'il n'y a pas une régulation, s'il n'y a pas un choix politique fort pour nous protéger, on va au-delà de très 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 grosses difficultés. À la bergerie, tu n'arrives pas à la bouger, mais alors dès qu'il y a des brebis, bon, on va mettre. Entrer dans un système où on a simplement des brebis à loup, moi c'est quelque chose que je ne pourrais pas supporter. Et la deuxième solution, ça sera d'arrêter et de changer de métier. Mais moi j'ai ni envie de l'un ni de l'autre. Voilà, fin de la deuxième étape, parc de nuit. On est sur le massif du Goulet, alors on doit être maintenant à 1400 mètres là, et c'est vrai qu'il va pas faire une belle nuit quoi. 7 degrés, un peu de pluie. Il y a des courageux qui vont dormir à côté du troupeau. Ça va faire du bien aux jambes de tout le monde parce que ça a quand même couru là. Ça a fait l'accordéon, ça a couru. Ouais, 2 heures là où d'habitude on met 3 heures quand même. Enfin, c'est hallucinant. Le loup est quand même révélateur de ce monde d'aujourd'hui, un monde qui est quand même perdu pied à la réalité, au territoire, à la vraie vie. Et le loup, c'est quand même un petit peu le symbole aussi d'une administration peut-être, de certains politiques aussi, et d'une partie de la société
à laquelle on bourre le crâne, d'une espèce de monde totalement naturel, totalement livré à lui-même, sous protection totale, sans homme à l'intérieur de ces zones-là. Et c'est ce que je crains. On est en train de mettre en place sur nos territoires de Lozère, mais également des Pyrénées et des Alpes, avec ces aires de stricte protection qui sont en train, petit à petit, d'entrer en vigueur. Continue. Bon, eh bien, dis donc, ça marche, hein. Malgré les crises, malgré on l'a vu en début d'année avec la révolte paysanne et agricole, malgré le contexte parfois morose, si on dresse un bilan quand même de ces 30 dernières années, nous, sur notre secteur, il est quand même plutôt positif, puisqu'on a vu que le nombre d'éleveurs qui transhument, notamment avec nous là au Finiels, a doublé, tout simplement, puisqu'il y avait 5 éleveurs et les 5 historiques, on est passé à 9, donc c'est presque doublé. Et avec un rajeunissement de l'âge moyen, je l'ai dit tout à l'heure, on doit être à 35 ans là, dans le groupe des éleveurs, et je suis le second plus vieux, donc je ne suis pas non plus complètement foutu encore. De 800 brebis montées en estive en 1990-92, on est aujourd'hui à 2005, donc ça, c'est quand même positif, et il faut s'en servir de base pour construire un avenir. Ben, c'est Arnaud qui mène le troupeau, il a alterné avec son père François, ils le font depuis 30 ans. Je vais les aider un peu quand même. C'est énorme, c'est déjà, on est qu'au Blémard et déjà on voit qu'il y a pas mal de monde là qui attendent le passage du troupeau, et c'est vrai que pour nous c'est beaucoup de, voilà, c'est des bons moments. Voilà. Ça veut dire que dans ce monde compliqué où on perd un peu tous les repères, je crois que les gens ils ont besoin de ça, ils ont besoin de nature. Ils ont besoin de choses simples et de retour aux sources. Et quelque part, je crois qu'on incarne ça avec nos troupeaux et ça fait du bien, quoi. Voilà, tout simplement. Moi, à titre personnel, quand je me suis installé en 2000, c'était en effet pour construire quelque chose. J'ai créé ma ferme, j'ai construit mes bâtiments, j'ai monté mon troupeau. Je suis parti de zéro. Ça a été une fierté. Et l'objectif initial, c'était de transmettre ça, transmettre ce patrimoine, transmettre notre savoir-faire, transmettre l'amour de la terre, de nos villages, de tout ça, de ce bruit des sonnailles qui est extraordinaire. Enfin, c'est une mélodie, quoi. Voilà, ça c'est Astrid. Astridou, viens là. Viens vite, là, viens voir là. Viens là, viens vite. Oui. Voilà. Astrid, ma fille. Eh bien alors, ça va? Qui marche avec un sac à dos qui est plus lourd qu'elle. Et elle marche depuis le début, hier matin, et elle va faire la totalité de la transhumance, et ce depuis déjà 5-6 ans, et elle la manquerait pour rien au monde, parce que c'est un moment fort aussi au niveau de nos familles et de tout notre entourage. Il y a Mathéo, mon fils, qui est là devant, Timothée, mon second, qui est derrière aussi, donc voilà, c'est aussi une histoire de famille, et chaque éleveur est présent aujourd'hui avec tous les siens, c'est aussi un signe fort pour la transmission à venir. Tu veux que je te le porte ou pas? C'est bon? Oh oui. Ben, tu vois, ça a au moins servi à ça. Moi, je pas tant. Oui, j'ai encore envie de transmettre. Oui, j'espère que mes enfants reprendront, mais pas dans des conditions comme on a aujourd'hui, avec une recrudescence de la prédation sur notre territoire national et en Lozère en particulier aussi. Après, il y a des sujets aussi d'ordre évidemment économique. Ce modèle pastoral, il faut le préserver, mais pas que par les mots et les classements et les reconnaissances. Il faut les préserver par des aides aussi. Il faut que les aides de la PAC, il faut que les aides qui transitent par la région et différents types de crédits viennent conforter ces systèmes pastoraux et transhumants notamment. Un exemple, depuis 30 ans qu'on estive et qu'on a constitué notre groupement pastoral, pour la première fois, on a un budget 2024 déficitaire de 15 000 €. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre d'aides au pastoralisme ont baissé, ont disparu ou ont été transformées en des mesures agri-environnementales qui ne correspondent pas à notre réalité. Et là, il faut alerter. Là, on attaque un kilomètre un peu compliqué où ça monte de manière très abrupte. Une année, il y a 15 ans, j'avais été obligé de récupérer une agnelle qui traînait derrière, qui n'en pouvait plus, et la monter sur mes épaules jusqu'à la cime. Et mine de rien, voilà, ça pèse. Chaque année, il y en a davantage, non? Je pensais qu'avec ce temps, il fait quoi, 10 degrés là, hein? Je pensais qu'avec ce temps, les gens restent chez eux, mais non. Ça prouve leur attachement
à cette transhumance et aux femmes et aux hommes et aux animaux, quoi. Donc c'est très très important et c'est vrai que ça fait quelque chose, quoi. On remercie bien sûr les éleveurs pour ce magnifique spectacle. Ces éleveurs qui sont venus avec nous, qui nous ont amené ce magnifique troupeau que vous voyez monter sur le mont Lozère du côté du Finiel. Et voilà la petite dernière. Bravo, on peut les applaudir, merci. Bravo. Ouais, 60 kilos facile quand même. Hein. 60 kilos facile. Et surtout dans la côte, là. Hein. Pauvre. Hein. Bon, mais voilà, ça y est. Je crois qu'on est arrivé au paradis des brebis. On va peut-être laisser passer les véhicules parce qu'il y a encore du monde. Et voilà, ben là, tu vois, c'est l'estime de Finiels. C'est 800 hectares de liberté. Et là, on va se poser, on va pique-niquer un peu ensemble, mais pique-niquer à l'abri des voitures, avec les amis, les familles, avec qui j'ai été heureux de partager ces 2 jours de transhumance.